avec un projet dont je vous avais parlé ce matin, projet OSE. C'est un projet qui nous convie à une table ronde. Il y aura donc 3 artistes pénalistes francophones invités par Anne-Céline Genevoix, qui a quelques liens avec le projet de la Caravane des 10 mots, mais qui est tout d'abord sur ce projet réalisatrice du film Intimité francophone 2. Et ils vont nous parler de leur expérience de la langue française, mais dans sa diversité d'Amérique du Nord. Alors, il y aura André Lévesque-Sioui, qui est poète, autrice, mélodiste et interprète. Zoé Fortier, artiste multidisciplinaire, je vais y arriver quand même. Et Marianne El Yanamani, qui est conteuse, écrivaine et chercheuse. Alors, est-ce que vous êtes en ligne avec nous? Oui, on est là. Eh bien, voilà, je vous présente Bonjour. Anne-Céline Genevoix. Bonjour Anne-Céline. Bonjour Thierry. Merci Comment de ça nous va à accueillir. Montréal? Ça va très très bien. Bon, Donc, c'est super. je m'appelle Anne-Céline Genevoix. Je vous souhaite la bienvenue à cet événement Intimité linguistique dévoilée. Je suis un petit peu stressée parce que c'est un événement important pour nous, pour toute l'équipe. Donc, c'est le lancement officiel, virtuel mais officiel, de notre tournée de projection du film documentaire Intimité francophone 2. Donc, je suis très heureuse pour lancer ça, d'accueillir 3 artistes panélistes qui ont accepté de venir partager leur expérience de la langue. Je vais vous les présenter dans quelques instants. Donc, mais avant de lancer la discussion, j'aimerais juste commencer par ce qu'on appelle ici une reconnaissance territoriale. Donc, vous êtes en direct de plusieurs territoires à travers le monde, mais mon organisation Progéose, mon équipe et moi-même sommes situés en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Donc, je reconnais la nation Gagnon-Guéaga comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous vous proposons cette rencontre. Tiohtià:ke, Montréal, est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour les Premières Nations et aujourd'hui une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. Donc Québec, la province d'où je vous parle, en langue Anishinaabe-Mo'in, algonquin, signifie là où les eaux se rétrécissent. Donc, il y a 11 nations autochtones qui existent ici sur ce territoire et nous reconnaissons l'existence de leur langue ancestrale. Donc, avant de présenter mes invités, je voulais simplement m'attarder rapidement au contexte de cet événement. Donc, fin 2019, avec mon équipe, on a commencé à penser à organiser une tournée de projection concadanienne du film Intimité francophone 2, donc que j'ai réalisé et que, en fait, j'ai voulu mettre en lumière le vécu des francophones dans les Amériques, mais qui ont des vécus en fait en situation linguistique minoritaire. Et mon cœur en fait s'est penché vers les francophones de l'Ouest canadien et les habitants du Brésil. Donc la pandémie, elle nous demande d'être inventifs à tous. Donc sans abandonner l'idée d'organiser des projections en présentiel sur le territoire de l'Ouest canadien, très prochainement, nous l'espérons, nous voulions en fait prolonger les discussions qui étaient initiées dans le film parce qu'en fait ce film c'est un prétexte. Donc j'espère que vous aurez la chance de tous le voir, mais c'est quelque chose qui permet de mieux se connaître, de poursuivre les échanges et d'échanger sur nos réalités linguistiques. Donc de là est née justement cette idée d'organiser une discussion virtuelle avec des artistes. Je tenais à inviter des artistes donc par rapport à leur rapport à la langue, à leur imaginaire. Donc ils vont nous ouvrir en fait leur intimité linguistique. Donc quelles sont les relations qu'ils entretiennent avec la langue française, mais aussi avec leur langue. Parce que la plupart de nos invités ne sont pas comme moi, elles parlent plusieurs langues. Donc, avant de débuter, j'aimerais remercier nos partenaires. Donc, tout d'abord, le secrétariat du Québec aux relations canadiennes qui soutient en fait ce projet de tournée de projection dans le cadre d'un programme d'appui à la francophonie canadienne. J'aimerais aussi dire merci au Pôle Canada de l'Institut des Amériques. On est vraiment très content de pouvoir collaborer avec eux. Un merci spécial au Centre de la francophonie des Amériques qui a soutenu la réalisation des 2 films Intimité francophone et qui est un partenaire privilégié de Progéose depuis de nombreuses années. Un immense merci à la Caravane des 10 mots, à Thierry. Donc, la Caravane des 10 mots, c'est un organisme lyonnais, c'est un partenaire et complice de longue date
Il nous accueille aujourd'hui donc dans le cadre de la première Biennale des langues. Je suis vraiment très fière de pouvoir lancer ce projet-là dans le cadre d'une Biennale des langues. Donc l'événement dure jusqu'au 30 mai. Vous pouvez suivre en fait toute la programmation sur YouTube. Et un énorme merci à mon équipe, donc à Marion Joanneau, coordinatrice de la tournée, qui est aussi mon amie, donc sans qui en fait ce projet n'existerait pas, tout simplement, et à Adèle Roux-Copin, qui est chargée de projet et bénévole avec nous sur cette aventure. Donc on y est presque. Donc n'hésitez pas à nous donner de l'amour sur le live YouTube. Aussi vos questions vont nous parvenir. On n'aura peut-être pas tout le temps de poser l'ensemble de vos questions, mais par contre ça va nourrir notre travail, donc n'hésitez pas à les poser. Donc je vais bientôt laisser la parole à mes invités, mais je voulais me dévoiler un tout petit peu et dévoiler un peu de mon intimité linguistique. Donc, j'ai écrit un court texte sur mon rapport à la langue, donc à ma langue. Donc, dans ma langue, il y a des rires, il y a des rues, il y a des avenues, des trottoirs. Oui, il y a beaucoup de trottoirs et il me manquait beaucoup au début. Il y a aussi des panneaux. Dans ma langue, il y a du bleu, il y a du rose et du jaune. Dans ma langue, il y a des ponts. J'ai mis du temps à les voir, on dirait qu'ils étaient cachés. Cachés derrière des certitudes, des affirmations, des hiérarchisations. J'ai commencé à prendre ces ponts. Plusieurs personnes m'ont indiqué le passage. J'ai marché, j'ai dormi, j'ai regardé, j'ai écouté. On m'a parlé de ma langue autrement. Donc, ce sont ces ponts qui me permettent d'être ici aujourd'hui et d'initier cette conversation avec nos trois invités. Alors, sans plus tarder, je vais accueillir Zoé. Donc, Zoé Fortier est une artiste multidisciplinaire de France-ascoise. Bonjour Zoé, donc ça me fait vraiment beaucoup plaisir de t'accueillir, en fait, de te recevoir. Tu as participé au film, tu es dans le film d'ailleurs, tu partages ta vision du territoire et de la langue. Donc, tu nous parles en direct de la Saskatchewan. Et je te présente très rapidement. En 2009, tu reçois un diplôme en nouveaux médias à l'Université de Saint-Boniface, au Manitoba, et un double baccalauréat honorifique avec une spécialisation en anthropologie et arts visuels à l'Université de Saskatchewan en 2018. Donc, ta pratique artistique est informée par la méthodologie de recherche ethnographique dans la production d'œuvres installatives ou performatives, et tu t'intéresses aux enjeux qui sont reliés à la production, à l'évolution des notions de culture, d'identité et de langue. Donc Zoé, est-ce que je peux te passer la parole et est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta relation à la langue? Oui, bonjour. Je vous parle du territoire saskatchewanais. Saskatchewan, qui est une déformation du mot Kisi-Saskatchewan, qui est un mot cri qui signifie eau qui coule rapidement. J'habite Saskatoon et je suis originaire d'un tout petit village franco-américain qui s'appelle Zenon Park. J'ai vécu dans un îlot francophone, dans une marée anglophone. J'ai pu être exposée dès mon enfance à un patrimoine immatériel canadien-français. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les clichés de cette notion-là, disons, c'était pour moi un accès direct à une musique folklorique très axée sur le violon, la guitare, les chansons à répondre, la gigue, la danse folklorique. Et évidemment, une forte présence du catholicisme, des scouts et de tout ce qui est justement relié à le développement culturel canadien-français qui était à l'origine basé au Québec, mais qui s'était étendu un peu partout à travers les Amériques, ce qui a mené justement au début de mon village, qui était à la base un village issu d'une migration franco-américaine. Donc, cette exposition-là à un patrimoine immatériel a certainement marqué ma compréhension de ce qu'est une culture. Ma langue, elle est la composante la plus importante de ce que je suis, de ce que je comprends de ma culture, parce que essentiellement, il y avait peu ou pas de marqueurs visuels qui identifiaient ou qui représentaient ce que cela voulait dire être francophone en Saskatchewan.
quand j'ai eu à peu près 10-11 ans, il y a eu une grande lutte dans mon village pour l'accès à une éducation en français, donc qui autrefois était illégale. Donc, j'ai dû voir un village complètement divisé par cette lutte-là. Et j'ai pris connaissance de ce que ça voulait dire être différent à ce moment-là et de choisir cette différence-là qui se voulait essentiellement un choix quotidien, le choix de garder les mots que m'avait enseigné ma famille, mes ancêtres. Et cette curiosité à l'égard des autres et de cette construction culturelle-là a mené au fait que je suis devenue artiste, que j'ai voulu rendre visible ce que je croyais être une expérience, un vécu francophone sur le territoire des Plaines. Et cette expérience minoritaire-là, avec cette reconnaissance du patrimoine immatériel, m'a vraiment poussée à reconnaître la présence et l'importance des autres langues sur le territoire des Plaines aussi. Donc, certains de mes projets impliquent d'autres groupes linguistiques sur le territoire parce que je crois sincèrement que la perte de diversité linguistique sur le territoire est une des grandes tragédies de ce monde contemporain et que comme artistes, nous faisons partie de ces outils qui peuvent rendre visibles des perspectives qui sont parfois marginalisées. Alors, je me suis intéressée à la langue, la façon que la langue exprime l'humour ou le temps. Et je me suis intéressée à un passé que je ne connaissais pas, ce manque de visibilité qui fait en sorte que je ne connaissais même pas le passé colonial de mon propre peuple sur le territoire. Et c'est que récemment que j'ai appris, par exemple, qu'il y avait des écoles résidentielles francophones en Saskatchewan, dans le nord de la Saskatchewan, que la terre des Métis sur le territoire avait été redistribuée à des francophones suite à la révolte du peuple métis à Batoche. Alors, cette visibilité-là, elle mène à une certaine ignorance par rapport à notre présence, mais aussi par rapport à l'impact que nous avons eu sur le territoire. Bonjour, Thierry Ozer à l'appareil, vous m'entendez? Oui, bonjour. Eh bien, écoutez, je suis très, très heureux de vous entendre, de vous voir, parce que moi, j'ai la chance de vous voir à l'écran. Merci pour ce magnifique témoignage. C'est vraiment, moi, je suis très touché par ce que vous venez de dire et d'expliquer. Toute cette journée, depuis 9 h ce matin à Lyon, on développe donc ce projet de la Biennale des langues où on a eu des témoignages assez incroyables de personnes qui sont parties en Afghanistan. On a eu une présentation des langues Kalash, d'une partie de cette communauté qui va complètement disparaître là d'ici quelques années, et c'est une partie de l'humanité qui s'en va. Donc, quand je vous entends parler de ce que vous venez de découvrir sur votre territoire, sur ce que l'Amérique du Nord peut représenter aussi, parce que vous parlez cette langue que nous avons en partage, le français, et que vous pouvez exprimer en tant qu'artiste tout ce que vous avez ressenti. Voilà, je voulais juste vous témoigner ma sympathie et l'enthousiasme que j'aurai à venir vous découvrir la prochaine fois que je viens au Québec et au Canada. Ah oui, on va t'inviter, Thierry. Merci pour ce témoignage. C'est sensible, c'est beau, voilà, c'est prégnant. Ça ne m'étonne pas d'Anne-Céline qu'elle ait été chercher des perles rares. Donc, je vais continuer. En fait, chaque invité va prendre la parole quelques minutes et ensuite, on va partir dans une conversation tous ensemble. Donc, je vais simplement vous dire que nous, il est midi 24 chez nous et notre invité André doit partir à 13h05. Donc, elle nous quittera certainement avant la fin de la discussion. Donc, on va lui donner la parole sans plus tarder. Donc, oui, André, merci beaucoup d'être ici avec nous. Donc, tu nous parles de Québec, en direct de Québec. Tu es poète, autrice, mélodiste
mélodiste et interprète et membre de la nation Huron-Wendat de Wendake. En 2013, en fait, ton album Yaldawa remporte le prix de la meilleure réalisation d'album au Native American Music Award. Tu es engagé dans ta communauté via l'enseignement de la langue Wendat auprès des adultes et des jeunes. En 2019, tu publies dans le collectif Confluence et dans le carnet Comme une rivière en déruine chez La Traversée, atelier de géopoétique. Et dernièrement, en mars 2021, tu as publié Chant chez Anorak, qui est ton premier recueil de poésie que je suis en train de lire. Donc, je te donne la parole, André. Tiawakina, Anne-Céline, merci beaucoup. Oui, c'est vrai que c'est mon premier et mon dernier. Je ne sais pas si ce sera le dernier, mais Chant, c'est mon recueil qui a été publié récemment. Je vais me présenter en Wendat. Kwe awiti onhiwatero, kwe endo kiasiatsi, hiandiawishiwa tokuten, siwi iwa hiwatsiruten, Wendat endi. Shia onhua entate wasti askenonia ihes te hiaton tarie Québec te hiaton tarie indari sha ikwayehti yata tiata iwa awenda shia yeyen wis onhiwa wenda ihia as yo. Comme ça, on entend un peu la langue Wendat qui est assez particulière. C'est que tu as fait une introduction pour me présenter. Je suis membre de la nation Huron-Wendat. Donc, du côté de ma mère, je suis québécoise et par mon père, ma grand-mère, je suis Wendat. La langue Wendat, en fait, tu l'as nommé, hein, j'enseigne la langue Wendat aux petits, la petite enfance entre 3 ans et 5 ans, puis aux adultes aussi quand il y a des cours de langue Wendat. Ma relation en général aux langues, donc je disais dans ma présentation que j'étais du clan de la Tortue, que mon nom traditionnel, c'est celle dont la voix flotte sur l'eau, donc déjà dans mon prénom aussi, dans mon nom traditionnel qui a été porté par d'autres femmes de mon clan avant moi, parce qu'on est seulement une personne à pouvoir le porter de notre vivant. Après, on dit relever le nom. Quand je partirai, d'autres femmes de mon clan pourront vouloir le porter. C'est ça, j'enseigne la langue Wendat, mais la langue Wendat est disparue. Bon, les Français nous ont appelés les Hurons, on pourra en reparler, mais 1 heure, ça va être court. C'est que je sais aussi bien de le dire. Les Français nous ont appelés les Hurons, mais Huron, quand on cherche dans le dictionnaire, c'est vraiment un terme péjoratif de personnage rustre. Et c'était pour dire que les hommes portaient la hure comme le sanglier. Mais en fait, nous sommes toujours appelés les Wendat ou les Wendat, et c'est bien écrit dans les textes des Jésuites, mais on a quand même voulu garder le terme Huron. Alors moi, je m'appelle Wendat et non Huron. Et la raison pour laquelle on garde le nom Huron-Wendat dans le nom de la communauté, c'est vraiment des raisons politiques. Parce que si on fait disparaître le nom Huron, tout ce qui appartient au territoire et qui est nommé Huron, dont le lac Huron même, c'est assez fascinant, ça disparaît. Donc, la langue Wendat étant disparue, n'est plus parlée de façon courante et commence à disparaître entre 1830 et 1860. Et par la suite, bien sûr, une langue, ça ne disparaît pas du jour au lendemain. Alors, petit à petit, les anciens qui la parlaient couramment sont décédés. Puis avec eux, la langue parlée de façon courante. Donc, même au début du 20e siècle, quand Marius Barbeau, ethnologue québécois, est venu à Wendake, où la jeune Lorette a enregistré sur les rouleaux de cire nos chants. Il y avait des gens qui gardaient quand même des chants et beaucoup de traits culturels et tout ce qui est histoire, contes, légendes, mythologie. Mais il n'y avait plus de locuteurs courants à ce moment-là. Et Megan Lukaniec, qui est notre linguiste sur le projet Yawenda, ça fait au moins 20 ans que le projet de langue est en désir d'être revitalisé à Wendake. Et nous sommes comme les derniers Wendat, on dirait ça comme ça. Il y a les Wyandot en Oklahoma, parce qu'il y a eu la grande dispersion de 1649. Là, je ne ferai pas un cours d'histoire, mais je vous invite à aller lire sur le sujet.
Et donc, ce désir de ramener la langue Wendat était présent parce qu'il y avait des mots qui sont restés sur le territoire. La langue est vraiment liée au territoire aussi. Et dont Tehiaton-Tarié, je disais que nous, la ville de Québec, on l'appelait Tehiaton-Tarié, et ça veut dire là où les eaux se séparent en deux, à cause de l'île d'Orléans. Donc, à partir de l'île, ça se sépare en deux. Donc, plusieurs nations nomment le territoire avec leur vision du monde, leur façon de voir le territoire. Et jamais on va oser nommer le territoire avec le nom de quelqu'un, mais on décrit ce qu'on voit. Et ça donne même une indication à d'autres personnes de ce qui se trouve sur le lieu. Et donc, la langue Wendat, c'est compliqué un peu, la revitalisation linguistique, comme on a procédé, mais notre linguiste, Megan Lukaniak, qui est une Wendat aussi, elle a fait son doctorat sur les langues, en fait, avec des spécialistes des langues iroquoiennes, et elle a revitalisé la langue à partir de 13 dictionnaires Wendat ou Huron, comme les appelaient les jésuites, qui sont l'héritage de notre langue écrite, et 3 grammaires. Puis à partir de ça, elle a pris les travaux surtout de Pierre Potier, qui est un des jésuites qui était le plus rigoureux, et c'est le Wendat du 18e siècle, donc plus près de nous, et qui était parlé ici à Wendake, parce que la langue Wendat a été parlée sur ce territoire. On a l'impression que ça se fait des années, mais cette langue a été parlée ici. Et donc, avec elle, je réapprends la langue. On est quelques individus, puis on est devenus des apprenants, donc des apprenants et des enseignants en même temps. Et on a enseigné à beaucoup d'adultes pour l'instant. Il y a le site de la langue Wendat, languewendat.com, qui existe. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en branle pour la revitaliser. Puis pourquoi la revitaliser? Bien, comme j'ai écrit plusieurs textes sur la langue Wendat dans mon livre. Et je dis entre autres, pourquoi réanimer une langue morte, me demande-t-on? Parce que je ne peux plus ramener ma mère, je ne peux plus réveiller mon grand-père, ma grand-mère, entendre rire mon père. C'est toute une maternité, plusieurs générations de femmes et d'hommes que l'on ramène à la vie. Leur souffle endormi s'éveille en nos bouches impatientes, leurs histoires tuent, vibrent en nos corps sonores et nos langues métissées. Puis c'est beaucoup plus long que ça, mais ça vous donne un aperçu si vous avez envie d'en savoir plus. Et là, je vous ai parlé de la langue Wendat, mais mon rapport avec la langue française, c'est ma langue première, donc c'est vraiment ma langue maternelle. J'ai un rapport avec la langue française d'amour parce que je l'aime beaucoup, je m'exprime avec elle, j'aime la parole. Tout mon travail tourne toujours autour de la parole. J'ai fait de la narration en français. J'ai appris tôt l'anglais, je parle espagnol, j'ai appris l'allemand, l'italien seulement pour la prononciation, pour le chant classique, on va dire ça comme ça. J'ai appris même le japonais parce que je faisais des arts martiaux et j'étais bien curieuse. Je suis en train d'apprendre la langue Innu et Atikamekw, qui sont des langues algonquiennes ou de famille algonquienne. Au contact des autres langues, et l'anglais, j'aime beaucoup l'anglais, et au contact des autres langues, j'ai pu comprendre ma propre langue française. Le contact avec les autres langues m'en disent davantage. Le frottement des langues, c'est une richesse pour moi. Je répète aux enfants que si vous en avez 2, 3, 4, vous ne perdez rien. Le danger, c'est de n'en aimer aucune. Alors, vous pouvez en choisir, mais certainement votre langue maternelle, c'est la première. Donc, moi, c'est une langue coloniale, le français. Ça fait en sorte que par les jésuites, comme c'est ironique, les jésuites ont mis sur papier. Nous, il n'y a aucune langue autochtone qui était mise sur papier. L'écriture n'avait pas ça. C'était d'autres formes d'écriture, comme les wampum. Mais le fait de ne pas avoir mis sur papier et que ce soit dans l'oralité, ça a fragilisé les langues autochtones, à mon sens. Mais donc, les jésuites, le fait de côtoyer les jésuites nous a fait perdre nos langues autochtones, et c'est vrai pour d'autres peuples aussi. Mais en même temps, c'est par les jésuites, par leurs écrits, qu'on retrouve la langue. C'est un rapport avec le français, je dirais, un rapport, je l'aime et parfois je la déteste. Oui, je comprends. Moi aussi, des fois, ça me fait un rapport un peu ambivalent, mais moi, je ne parle pas autant de langues.
Alors, merci beaucoup, André. Je vais continuer pour qu'on puisse en fait échanger tout ensemble. Je vais continuer en fait avec Myriam. Donc, bonjour Myriam, on se connaît. C'est un plaisir de te revoir et de t'accueillir aujourd'hui. Donc, tu es née au Maroc d'un père marocain et d'une mère française et d'un grand-père yéménite. Tu es conteuse, écrivaine et chercheur et tu puisses ton inspiration dans la mémoire des gens que tu côtoies, dans les senteurs salines de l'Acadie, dans le Montréal multi-ethnique d'aujourd'hui, les secrets de ta grand-mère vendéenne, les couleurs et arabesques du Maghreb, la sagesse africaine et les mystères des mille et une nuits. Nomade dans l'âme, tu as flâné sur presque tous les continents à la recherche de ce que le métissage des cultures et des rêves de l'humanité. J'ai trouvé ça très, très beau, cette phrase. Donc, Myriam, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta relation à la langue et à tes langues? Temps d'ouvrir ce micro parce que je n'ai pas l'habitude de raconter des histoires à travers Zoom. Je trouve que c'est un exercice qui est extrêmement difficile. Donc, la langue, pour moi, cette langue française, c'est évidemment ma langue maternelle, malgré le fait que je suis née au Maroc dans une des villes impériales qui s'appelait Meknès. J'avais un père marocain, mais qui est mort, j'étais très jeune, j'avais juste 4 ans, et j'ai encore ma mère française qui vient d'avoir 91 ans et dont j'essaye aussi de garder la mémoire. Alors j'ai un parcours migratoire pas du tout classique parce que j'ai d'abord l'ND en Acadie, au Nouveau-Brunswick. Il y a de ça, comme j'ai l'habitude de le dire, maintenant plus de 35 hivers, parce que évidemment, je les compte en hiver, comme ça j'ai l'impression que peut-être c'est ou un peu plus court ou un peu plus long. Et puis ensuite, je suis arrivée à Montréal. J'ai souvent fait la navette entre l'Acadie et Montréal, mais je dirais que ces deux régions du monde sont mes deux amours, et à égalité. Parce que pour moi, la langue, c'est une relation d'amour. C'est une relation d'amour avec les mots, c'est une relation d'amour avec une mémoire, avec une histoire, avec tout ce que ces mots nous disent, font sens pour nous dans notre vie. Et pour moi, c'est de l'ordre de l'intimité, justement. Et c'est peut-être ça qui nous rapproche, Anne-Céline, puisque tu as intitulé ton documentaire « Intimité francophone ». Pour moi, la langue, c'est de l'ordre de l'intimité, d'un chez-soi qui doit être confortable et agréable. Et puis surtout, ça me permet d'élargir ma vision du monde, ma compréhension du monde, et puis aussi peut-être de créer une rencontre. Alors, comme je suis conteuse, eh bien, la langue, c'est pour moi aussi un bagage extrêmement précieux que je garde dans ma besace. Et avec les contes que je raconte. Et ça a même été, je dirais, un déclencheur créatif, la langue, pour mon dernier spectacle qui s'appelle La marchande de mots. Et cette marchande de mots, justement, elle voyage à travers le monde, elle fait quelque chose d'un peu spécial, elle masague des mots pour arriver à vivre. Et ce mot mazag, c'est un mot arabe qui nous vient peut-être de la Syrie ou de l'Égypte. En tout cas, ce mot, il veut dire créer des connivences, rendre des services, faire se rencontrer les gens, ouvrir un chemin pour nous permettre de nous comprendre, nous autres mêmes, puis peut-être les autres avec. Ça nous permettrait d'avancer sur ce chemin. Et j'ai emprunté ce mot à un écrivain égyptien qui a été naturalisé français, qui s'appelle Robert Solé. Et c'est ça qui m'a permis de comprendre comment cette langue française était riche d'emprunts de beaucoup d'autres langues. Et je me les suis appropriées, en fait. Peut-être aussi pour donner un sens à des choses qui souvent ne font pas sens en ce moment dans notre vie.
On ne va pas parler du confinement ni du déconfinement parce qu'on ne sait plus où est-ce qu'on en est rendu, mais on peut dire que c'est ça l'importance pour moi d'une langue. Parce que ça me permet d'être confrontée, quand j'ai landé en Acadie, j'ai justement été confrontée à une autre manière de vivre, pas juste un accent différent du français, mais une manière de vivre la langue française. Et là, j'ai appris des mots que je ne connaissais pas, comme enfirouapé, comme mâche-couille, comme margoulette, comme engoulevent, comme toutes sortes de choses qui m'ont émerveillée et qui m'ont permis de créer, d'écrire des contes. Et j'ai justement un conte qui s'appelle La ligne à butin volante, qui a gagné le prix Éloise dans les Maritimes. Ça fait déjà presque 20 ans, en 2012. Non, ça fait 10 ans. Et c'est à travers ces mots-là que j'ai redécouvert la richesse de ma langue maternelle. Et aussi parce que ça m'amuse de travailler sur ces mots-là. Ça m'amuse, pour moi, c'est plus que plaisant, c'est presque jouissif de travailler avec tous ces mots, tous ces emprunts, de se rendre compte que pyjama, c'est un mot qui vient de l'arabe, par exemple. J'avais jamais imaginé ça en prenant mon pyjama le soir, là. Je trouvais que cette relation d'amour, eh bien, je veux la chérir encore et encore. Et je veux apprendre d'autres langues. Bon, évidemment, j'en parle d'autres aussi. À l'école, quand j'étais en Europe, j'ai appris l'allemand, l'espagnol. Ensuite, j'ai un peu bourlingué et donc j'ai aussi appris l'italien. J'ai eu la chance de retourner, il y a de ça longtemps, au Yémen, au pays de mon grand-père. Et donc là, je me suis initiée à l'arabe parce que, évidemment, je ne le parlais plus ou je ne l'ai même jamais parlé. Sauf que la première fois que qu'on m'a demandé de chanter, une chanson, eh bien, imaginez-vous, c'est une vieille comptine du Maghreb qui m'est revenue à la tête et que j'ai chanté. Je n'étais incapable de vous dire qu'est-ce qu'elle racontait, cette comptine, mais c'est ça que j'ai chanté. Et aussi, pour vous dire que pour moi, c'est plus qu'une relation d'amour, c'est aussi un moyen de rentrer en dialogue avec d'autres univers, à la fois notre univers réel, mais aussi notre univers imaginaire et l'imaginaire des autres. Et pour moi, c'est essentiel. C'est nécessaire de créer des ponts entre toutes ces langues. Et c'est nécessaire aussi de transmettre l'expérience qu'elle nous donne, cette langue. Parce que tout au long de ma vie, elle ne m'a pas donné toujours la même expérience. Par exemple, je ne parle pas arabe, je peux le dire, mais c'est quand même grâce au fait que j'ai décidé d'en apprendre quelques mots pour pouvoir voyager au Yémen, parce que là, évidemment, je voulais au moins être capable de lire les pancartes pour ne pas m'égarer sur la route, parce que c'est juste écrit en arabe, donc je voulais au moins pouvoir savoir la ville ou le village où j'étais rendue. Eh bien ça m'a rapprochée avec tous les contes des Mille et une nuits, avec les contes arabes. Et sinon, je pense que j'y aurais même pas songé, même si je m'en suis fait raconter quelques-uns. Donc pour moi, c'est ça. C'est un pont, c'est un dialogue et à enrichir à tous les jours. Et c'est quelque chose qui doit aussi nous faire plaisir. Et donc pour moi, c'est un bagage extrêmement précieux. Et tout récemment, avec le confinement, je me suis initiée à une autre langue parce que je devais aller au Brésil et je n'ai pas pu à cause du confinement. Et donc, j'ai décidé de commencer à apprendre le portugais du Brésil avec un Brésilien. Alors, évidemment, on a fait ça par Zoom, mais je continue à pratiquer cette nouvelle langue. Je me suis dit, bon, à défaut d'aller dans le pays, je vais quand même commencer à m'initier à cette histoire,
à la mémoire de ce pays, à des choses que je ne connais pas, parce que pour moi, l'apprentissage d'une langue, ça passe par ça. D'abord, le rapport à la culture des autres. Merci Myriam. Oui, une histoire, une relation d'amour. C'est vraiment beau. Puis c'est vrai que ça va au-delà, en fait. Ça nous permet de rentrer en dialogue, en relation, d'établir des passerelles. Donc, justement, dialoguons. Donc, j'aimerais qu'on aborde, le temps file. J'aurais aimé discuter avec vous des heures. Je n'ai pas une grande capacité de synthèse, moi, dans la vie. Mais on va se forcer, en fait. Donc, j'aimerais entamer tout de suite une discussion avec vous sur la langue, en fait, donc sur la langue française, mais la langue française en tant que langue coloniale. Donc, vous l'avez soulevé, en fait, chacune d'entre vous. Donc, on existe sur un territoire où il y a un passé. Donc, j'aimerais savoir, en fait, vous, comment... qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que la langue française a un rôle à jouer, en fait, vis-à-vis de cette histoire et vis-à-vis de cette reconnaissance en tant que langue coloniale? Est-ce que André veut prendre la parole en premier ou à votre... Je laisserai Zoé peut-être parler, puis je suivrai si Zoé, tu es d'accord. Oui, oui, bien, il faut d'abord savoir que les Européens qui sont arrivés sur le territoire se sont fait dire qu'il n'y avait rien là, que le territoire était à prendre. Et c'est certainement ce qu'on avait dit aux pionniers, aux fermiers qui sont arrivés en Saskatchewan. Mais cette exploitation naturelle avait comme but principal de rayer la population et la présence des premiers peuples sur ce territoire-là. Alors, dans l'histoire orale familiale, on parle de l'arrivée, on parle du défrichage et si on garde un peu du patrimoine oral, on peut avoir quelques histoires au sujet des premiers peuples qui étaient là, le contact avec ces premiers peuples-là. Mais on aborde très rarement, premièrement, le métissage qui avait eu lieu et encore moins les rapports barbares que nous avons eus à l'égard des premiers peuples, le massacre qui a eu lieu, le génocide culturel qui a eu lieu et toute cette histoire-là qui est méconnue, eh bien, il faut reconnaître que ce n'était pas un accident. On a vraiment voulu oublier ou ne plus parler de ce qui avait été fait. Alors, malgré le fait que nous, on parle encore du Ku Klux Klan et des orangistes et de la discrimination à laquelle on devait faire face, on parle peu de ce qu'on a fait au premier peuple sur le territoire. Et je crois qu'on commence juste à vraiment en parler et on doit en parler plus parce que le colonialisme se poursuit sur le territoire. En Saskatchewan, on continue à être exposé aux conséquences de notre présence sur le territoire et du génocide culturel dans lequel nous avons pris part. Et moi, j'aurais, voilà, mais parce qu'après, j'ai écouté un peu tout le monde. Quand Zoé, j'aime bien son discours, enfin, tous les trois d'ailleurs, il n'y a pas de souci, mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est dans votre dialogue, je ne veux pas trop m'immiscer, mais c'est après, quid de l'avenir par rapport à tout ça? C'est-à-dire, Zoé, par exemple, comment tu te situes, toi, par rapport au siècle qui s'en vient, là, maintenant? C'est-à-dire, effectivement, il faut vraiment travailler sur le passé, la reconnaissance. Moi, je suis totalement en adéquation avec ça. Mais comment on fait pour construire, voilà, pour les générations et les générations qui vont venir, une autre façon d'accueillir, de concevoir cette vie en communauté et ta place dans la société nord-américaine? Eh bien, il faut commencer par lutter contre la mésinformation, l'ignorance et
les politiques qui continuent à instaurer de la discrimination et de l'oppression, ce qui est encore très présent. Pour la francophonie, partout dans les Amériques, il faut d'abord reconnaître les impacts du colonialisme, le fait qu'on est en contact les uns avec les autres à cause du colonialisme, de reconnaître que pas tous les francophones ont le même rapport avec le français, de respecter le fait que ce n'est pas toujours un rapport positif. Et de bâtir quelque chose ensemble, basé sur ce respect mutuel et cette compréhension et cette empathie-là envers les autres. André, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Oui, bien sûr. Il y a tellement de choses à dire. Oui. J'ai des réponses pour vous, Thierry. En fait, moi, ce que j'aimerais dire, que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est mon rapport avec les langues en général, mais surtout avec la langue Wendat et avec le frottement avec les autres langues. C'est que pour moi, une langue, c'est vraiment une vision du monde. C'est une vision du monde. Alors, pourquoi dans telle langue comme en Wendat, on n'a pas de « s'il vous plaît » Parce que d'emblée, si on a un besoin, on peut l'exprimer et l'autre doit y répondre s'il est capable. Il y a plein de choses comme ça qui nous aident au contact des autres langues. C'est un enrichissement. Il y a 60 langues autochtones parlées au Canada. Ça frappe quand même l'imaginaire. Ce n'est pas autant sur le continent africain, mais une langue meurt à toutes les deux semaines. Maintenant, il y a eu beaucoup à cause de la Commission de vérité et de réconciliation au Canada, qui était une initiative autochtone, des gens qui ont subi les pensionnats autochtones, donc commission de vérité, de dire la vérité. Fait que la première chose, c'est de reconnaître ce qui a été fait. Ensuite, réconciliation. Donc, réconciliation, on n'est même pas encore là. On en parle, mais je vous dirais que les peuples autochtones, on n'est pas rendu là tant que ça. Donc, il y a beaucoup de informer les gens. On est vraiment à cette étape-là au Canada. Juste une petite parenthèse, il y a le chant Annie Cooney qui vient de sortir en France, là, mais ce chant-là, il ne faut pas le chanter. C'est des genres d'informations, de mésinformations. C'est une complainte et ce n'est pas une berceuse iroquoise. Je le dis parce qu'on a une bonne tribune. Merci beaucoup. Et puis, donc demain, c'est fait du respect des différences. Albert Jacquard même m'avait dit il y a plusieurs années, la survie de l'humanité réside dans sa capacité à rencontrer la différence. Alors, rencontrer la différence, ça veut dire reconnaître et ensuite vivre ensemble. La Ville de Québec a initié un projet pour mettre sur les toits en valeur de la poésie. Poésie sur les toits, que ça s'appelle. Mais la Ville de Québec a pensé à la langue Wendat qui est en revitalisation. Donc, il y a une place pour la langue Wendat et je vous annonce cette bonne nouvelle que la langue Wendat sera sur un des toits de la Ville de Québec. Elle trônera là. Donc, on est côte à côte ensemble. Ensuite, demain, c'est se réapproprier chacun sa culture parce que ça enrichit l'autre. Et il y a beaucoup d'initiatives au niveau des langues. Il y en a pour la culture aussi au Canada. C'est un travail qui est toujours en route. Des rencontres comme celle-ci, la Biennale des langues, mais c'est pour mettre en commun. On part de quelque chose qu'on a en commun, qui est la langue française, mais il y a certainement 1000 déclinaisons de cette langue et du vécu sur le territoire. Moi, j'aimerais ajouter, puis pour laisser un peu de parole à Myriam quand même, les noms du territoire, par exemple, la langue coloniale française a renommé tout ce qui avait été nommé par les Premières Nations ici. On a gardé Québec et on a gardé Canada, Kanata qui veut dire village, qui est un mot Wendat et un mot Mohawk. Mais le fleuve Saint-Laurent, le majestueux fleuve, il y avait un autre nom aussi, les Anda-Weole. Donc, ça fait mal quand on renomme avec des noms de personnes qui ne veulent rien dire et qui n'ont même jamais mis le pied ici. C'est que, mais je trouve que l'avenir, ça sent bon parce qu'il y aura rencontre. Oui, puis si je peux paraphraser, en fait, Hubert Reeves, je vais me permettre. On en avait parlé en discussion, André, mais peut-être que la survie de la langue française dépend de sa capacité justement à entrer en relation avec la différence. Donc ça, c'est peut-être quelque chose Albert Jacquard. Albert Jacquard, pardon. Oui. Alors, je ne sais pas si je vais avoir l'esprit de synthèse que tu n'as pas, Anne-Céline, mais merci pour ton intervention, Thierry, puis surtout merci à Zoé et André, parce que je vais dire la même chose avec d'autres mots, mais je vais dire la même chose. Ça passe d'abord par une prise de conscience
de cette langue coloniale. Et il n'y a pas que le français qui est une langue coloniale. L'anglais est une langue coloniale, l'arabe est une langue coloniale, le russe est une langue coloniale, le portugais est une langue coloniale, l'espagnol est une langue coloniale. Donc, ça passe déjà par cette prise de conscience que c'est une langue coloniale. Et d'ailleurs, souvent, pour différencier les Québécois des Français, on va parler des Français de France, ce qui les dérange beaucoup parce que justement, ils ne se posent pas du tout en position de colonisateurs. Mais moi, c'est ce que je fais. Je parle des Français de France parce que moi, je suis une Française, mais qui vit au Québec et qui a vécu aussi en milieu minoritaire et où là, j'ai appris ce que ça voulait dire de parler une langue qui était coloniale, mais en milieu minoritaire, qu'il fallait que je me batte tous les jours pour pouvoir m'exprimer en français et me faire reconnaître dans cette langue-là. Donc, il y a d'abord prise de conscience, reconnaissance et ce respect, cette tolérance qu'on doit avoir, eh bien, on l'a déjà dans nos langues. C'est la tolérance, en fait, la langue, elle se vit parce qu'elle se parle. Et elle se parle parce qu'on se rencontre. Et on se rencontre et donc on échange. Et avec cet échange, on fait des mixtes. Peut-être parce que moi, je suis issue de plusieurs cultures, fait que je suis obligée d'avoir ces deux angles de vue, ces deux regards. Et puis après ça, j'ai rajouté d'autres regards pour travailler la langue. Parce que je pense que la pire des choses, et ce avec quoi je ne suis pas tout à fait d'accord avec Thierry, c'est la pire des choses, c'est de ne pas reconnaître notre passé. Comment est-ce qu'on peut avancer pour aujourd'hui et même penser avancer demain si on n'est pas en mesure de prendre conscience et de reconnaître ce qui s'est passé? Parce que c'est à travers ce qui s'est passé qu'on va être en mesure de trouver notre place dans le monde et la langue avec. C'est la langue qui va nous donner aussi notre place dans le monde. Et cette place dans le monde, eh bien, elle doit se faire sans culpabilité, mais elle doit aussi se faire en acceptant d'affronter les problèmes sociaux qui sont graves, comme le racisme, le sexisme et tous les génocides qui sont venus avec. Et pas seulement des génocides culturels, il y a aussi des génocides linguistiques, on va dire, puisque les langues, comme nous a dit André, eh ben, ont disparu et puis réapparaissent et puis vont être modifiées parce que la langue Wendat que tu parles, ce n'est pas celle du XVIIIe siècle et c'est celle du XXIe siècle. Et moi, j'ai envie de parler au XXIe siècle. Et je veux parler avec ces différentes cultures. C'est pour ça que la relation à la langue, c'est important en fait d'en parler puis d'en prendre conscience. Et c'est sûr qu'en fait, des personnes qui ont un contact avec plusieurs langues en prennent beaucoup plus conscience de cette relation d'amour, de cette vision du monde, de comment en fait la langue parle de nous. Et donc, c'est pour ça intimité francophone, donc, qui pourrait aussi s'appeler intimité linguistique tout court. Donc, merci beaucoup. On va continuer, nous, sur le Zoom. La retransmission va peut-être cesser du côté de la Biennale. Donc, les films Intimité francophone 2 seront disponibles sur le site internet du Centre de la francophonie des Amériques jusqu'au 30 juin. Aussi, je vous annonce que Intimité francophone sera diffusée au festival Synergie à Saskatoon en octobre. On est vraiment très, très contents en fait, de cette opportunité. Et si vous êtes un partenaire de l'Ouest canadien qui vous voulez travailler avec nous et diffuser le film pour justement discuter de nos relations à la langue sur nos territoires, appelez-nous projetose.com, la caravane des Amériques sur Facebook. Je voulais en fait juste vous poser une question quand même parce que vous êtes toutes des artistes et j'aurais aimé faire un petit rapprochement avec la dimension artistique en fait. Quel est le rapport à votre langue dans vos œuvres? Zoé, toi, tu as quand même parlé que tu travaillais avec sur des projets avec d'autres langues. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, alors, quand je suis allée à l'université de la Saskatchewan, il y avait pas beaucoup de gens qui étaient issus de minorités. Alors,
j'ai souvent été confrontée à des commentaires vraiment ignorants par rapport à l'utilisation de ma langue de n'importe quelle façon. Et j'ai trouvé ça vraiment choquant. Je trouve ça encore choquant que, par exemple, le gouvernement du Canada ait questionné la place des arts visuels dans les programmes de subvention pour les communautés francophones parce que les arts ne sont pas une discipline linguistique, supposément. Alors, cette idée-là que la parole écrite soit plus culturelle que d'autres formes artistiques, je trouve ça vraiment frustrant. Et cet attachement à ma langue, je la voyais chez les autres minorités linguistiques et c'est pourquoi j'adore pouvoir travailler avec des gens qui sont conscients de la place, de l'impact, du sens de la langue. Alors, par exemple, j'ai mené un projet de création de mimes en plusieurs langues pour découvrir les façons que la langue porte l'humour. Et ça a été une des meilleures expériences de ma vie, de pouvoir découvrir comment le cri, par exemple, une langue autochtone de la Saskatchewan, utilise la surdescription. Alors, d'écrire à l'extrême quelque chose pour rire. Comment, par exemple, une des plus grandes formes de respect qu'on peut avoir lors d'un funérail, c'est de rire, de se moquer un peu, mais avec beaucoup d'amour et de respect de la personne défunte, par exemple. Alors j'ai fait ce projet-là avec des enfants. J'ai eu une conversation avec un aîné métis qui me disait « J'ai jamais vu un enfant vouloir apprendre le métis autant qu'aujourd'hui. » Et certes, c'était pour apprendre à dire « j'ai pété ». Mais cette valorisation de la langue, elle m'anime, elle donne un sens à ma vie. Et mon dernier projet, je l'ai fait au Mexique pour étudier la notion de l'attente et comment elle s'exprime, comment elle se vit, comment elle se définit sur le territoire auprès des langues l'espagnol évidemment, mais d'autres langues parlées au Mexique. Alors, c'est quelque chose qui me tient à cœur et j'adore passer du temps avec des gens qui valorisent et qui comprennent le potentiel d'une langue comme agent de connexion. Merci. André, veux-tu rajouter quelque chose? Je sais que tu dois quitter. Oui. En fait, je pourrais probablement rester jusqu'à ce que le téléphone sonne, là, parce que j'attends un appel. Okay. C'est super intéressant, Zoé. J'aimerais ça qu'on se rencontre avec Myriam aussi à un moment donné aussi, pour en parler en vrai. Hein? Je vais te parler, moi, d'un projet que j'ai fait au Manitoba, là, justement. Je trouve ça passionnant de voir, tu sais, par exemple, moi, j'ai découvert la langue métis, j'ai participé à la formation de ce qu'ils appellent le cercle des conteurs métis du Manitoba, qui fait partie à l'intérieur, donc j'ai travaillé avec des conteurs métis en fait, j'ai été embauchée par une franco-manitobaine pour former ces conteurs métis. Et au départ, je leur disais, mais regardez, moi, je ne suis pas métisse, ça va être difficile de vous... Mais par contre, je suis conteuse, donc peut-être je vais pouvoir vous aider à prendre la parole ou à travailler ça. Et en fait, c'est pour ça qu'ils sont venus me chercher. Parce que j'étais déjà issue de plusieurs cultures. Et puis bon. Et donc, moi, je me suis initiée à la langue métis, que je trouvais passionnante. Et puis tout d'un coup, j'avais des sonorités d'amis acadiens et je trouvais que c'était très proche là et on avait des façons de dire les mêmes affaires et je leur ai donc raconté un conte que j'avais entendu et pour eux ça a été le point d'orgue, on va dire, le point culminant parce que c'était la même histoire que eux avaient raconté mais en métis.
Et pour moi, c'était passionnant de voir que, en fait, on se dit toujours les mêmes affaires, on se parle des mêmes affaires. Quand je disais que le rapport à la langue, c'est une relation d'amour, ben, des fois, l'amour, d'accord, des fois, il peut être très, très bien, passionnel, fructueux, intéressant, mais des fois, ça peut comme branler dans le manche, là, et ça peut être difficile. Donc, c'était tout ça, en fait, qu'on a pu voir. Puis Et toi, André, projet, excuse-moi Myriam de te couper, oui. parce que juste André, elle va être appelée dans quelques instants, puis j'aimerais juste qu'elle puisse nous confier parce qu'elle va quitter dès que son téléphone sonne. Oui, c'est ça. Mais oui, vive la rencontre des cultures. Oui. Là, j'essaie c'était quoi déjà la question? C'était en lien avec… En rapport à vraiment la dimension artistique, la langue Oui, bon, et la ok, dimension artistique. Ben, moi, c'est sûr que comme enseignante auprès des petits, je me sers de la langue Wendat. En fait, je me sers de mon art qui est le chant pour composer des chants en Wendat. Parce que dans nos chants traditionnels, c'est souvent des vocables, donc il n'y a pas de sens aux mots, hein, des yéhé, yahé, etc. Et où c'est tellement des vieux chants et on a perdu la trace de ce que ça veut dire, un peu comme je pense que je t'en avais parlé, on pense à non, c'était à une journaliste qui me disait, mais vous ne parlez plus votre langue. Puis, et là, moi, de lui dire, mais c'est comme où vous ne savez plus ce que vous chantez. Non, il y a des chants, en effet, où on ne sait plus ce qu'on chante, comme des vieux Acadiens qui sont en Louisiane, et j'en ai rencontré, et ils me chantaient des vieux airs français, et je ne comprenais pas les mots qu'ils chantaient. Mais j'avais un immense respect pour le fait que ces chants ont été transportés. Et pour moi, ça n'avait aucune importance que ces vieux ne comprennent pas le sens du chant, mais qu'ils avaient porté ce chant, ils en avaient pris soin. Puis de bouche à oreille, c'était transformé et était devenu ce chant unique au monde. Alors, je comprenais cette rareté-là. Donc là, moi, vu que nos chants, il y en a beaucoup dont on a perdu la trace du sens, je compose des chants en Wendat. Donc, la langue Wendat, je les mets en musique. Là, les enfants, c'est ma grande fierté qu'ils chantent les chants en Wendat, puis ils savent ce que ça veut dire avec les gestes. Là, on a des mimes, tout ça. Au niveau artistique, comme écrivaine, ben, c'est sûr que j'ai mis du Wendat dans mon recueil. Parfois, je l'explique, parfois, je ne l'explique pas. Puis les gens, ben, ils fouilleront, puis ils verront que languewendat.com, il y aura quelques explications. Je dirais que pour ce qui est de la langue française, ben, c'est sûr que je compose des chants en français. Mon recueil, il est principalement en français. Mais j'aime amener dans mon art la vision du monde. C'est toujours ça qui m'intéresse. Je suis follement en amour avec la découverte des visions du monde, des langues, que chaque langue recèle. Là, comme pour dire quel âge as-tu? J'aimerais ça savoir en arabe, par exemple, Myriam. Bon, en français, on parle du verbe avoir. Quel âge as-tu? Tu as quelque chose de plus quand tu es âgé de. En anglais, on va dire le verbe être. Hein, I am, je suis âgé de. En espagnol, tener, je tiens quelque chose, je détiens quelque chose. Myriam, même tu disais l'hiver. Ben, en Innu, dans la langue Innu, on dit si on réussit à passer l'hiver, c'est qu'on va réussir à passer le reste de l'année parce que les hivers comme nomades étaient difficiles, donc on dit j'ai tant d'hiver. Dans la langue française, ça m'a amené à réfléchir on dit j'ai tant de printemps. On dit ça dans la langue française. Hein? J'ai 8 printemps, en fait, on dirait plutôt j'ai 78 printemps. Alors, il y a une vision du monde et en Wendat, c'est le verbe rattraper. On dit, j'ai rattrapé tant de fois le jour de ma naissance. Et là, quand on a cette vision-là, il y a un cercle qui se dessine et c'est notre vision du monde qui est la vision du cercle. Donc, ce n'est pas une ligne qui se trace, mais on revient à un point de départ qui est le jour de notre naissance et celui qui suit les saisons, qui est fait, on roule, on tourne avec les saisons. C'est intéressant, ça. Passionnant, vraiment. Merci, André, de nous partager ça parce que c'est aussi ça qui est important pour nous, en fait, quand on est artiste et qu'on travaille avec la langue. On se pose aussi toutes sortes de questions. Je vais juste vous partager une petite expérience qui, pour moi, a été déclencheur aussi d'une nouvelle façon de voir cette vision du monde, parce que c'est aussi une philosophie de vie
je rajouterais à la vision du monde. C'est la manière dont on conçoit la vie et la manière dont on a envie de conduire la vie. La nôtre d'abord, et puis peut-être aussi celle des autres, mais la manière dont on a envie de tracer le chemin de notre vie. Et donc, je suis allée au Brésil raconter en français, mais pour un public brésilien. Et donc, j'avais un traducteur qui, évidemment, traduisait pas ça mot à mot, c'était pas un interprète, et puis on s'était bien mis d'accord. Donc, je commençais à raconter, et puis ensuite il traduisait, et puis on faisait des interactions avec le public, etc. Et moi, dans ma marchande de mots, il y a un mot qui est intraduisible, qui vient du brésilien et qui s'appelle saudade. Cette espèce de nostalgie, de manque de quelque chose, mais qu'on ne peut pas décrire, qu'on sait qu'on a eu, que peut-être on n'aura plus. Et donc, quand on est arrivé à ce mot-là, il dit, elle nous parle de la saudade. Alors, le public a éclaté de rire parce qu'il s'attendait à avoir une traduction et je disais que justement, il n'y en avait pas. Et c'est ça qui m'a permis de comprendre que le conteur qui traduisait le spectacle, il fallait que je lui explique les mots que j'allais utiliser, pas juste il avait compris l'histoire, mais il fallait que je lui dise mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Et alors j'ai dû faire tout un détour, et alors justement qui est un détour circulaire, parce que les contes par exemple des Mille et une nuits, puis la pensée arabe, c'est aussi une pensée circulaire où on raconte une histoire dans une histoire, dans une autre histoire et encore dans une autre histoire pour arriver finalement au déroulement de l'histoire. Et donc, je faisais que des cercles. Et il me dit, mais je ne sais toujours pas ce que ça veut dire. Je lui dis, à ce moment-là, il faut que tu rentres dans le cercle. Et à partir du moment où il est rentré dans le cercle, il a pu traduire tout ce que je voulais. Et même, il en a fait des traductions où moi, j'ai dit, je ne suis pas sûre qu'il nous fait la bonne traduction de ce que je suis en train de vous dire. Et là, ça repartait à éclater de rire. Et pour reprendre l'expérience de Zoé, justement, le rire, c'est, je pense, ce qui nous permet de rêver dans toutes sortes de langues du monde. Je vais profiter de ce moment pour étirer encore un peu le temps. Thierry, tu me permets 2 secondes. J'ai envie de vous poser une dernière question, peut-être très brève, mais comment on peut décrire une langue à quelqu'un qui ne la connaît pas? Comment vous y prendriez, vous? Je ne sais pas si c'est français, comment j'ai dit ça, mais comment vous feriez en fait pour parler d'une de vos langues? Vous pouvez choisir celle que vous voulez, que ce soit le français ou une autre. Comment vous la décrirez à quelqu'un qui n'a pas l'occasion de la connaître? Si je prends le Wendat, je dirais que c'est une langue descriptive, alors et c'est une langue qui est en relation. C'est une langue de relation. Je dirais vraiment, vraiment une langue de relationnel qui tient compte de toutes les relations. Et si je parle des langues autochtones en général, c'est des langues polysynthétiques qui rassemblent, c'est une langue de peu de mots, mais un mot, c'est une phrase, en fait. C'est un mot. Et ça dit, je te oins le cuir chevelu, les cheveux de graisse d'ours. Et c'est une façon pour nous de dire merci. C'est le plus grand hommage qu'on peut rendre à quelqu'un. Alors, donc, c'est une langue descriptive, donc il va utiliser ce qui est présent, mais en relation beaucoup. Des mots seuls n'existent pas. C'est toujours, si je parle je veux parler de mes sœurs aînées ou mes sœurs cadettes, en fait, je vais me nommer en premier, donc c'est quelle est la relation? Tu sais, je suis sa sœur, en disant je suis sa sœur, c'est pour dire ma sœur aînée, donc c'est je suis sa sœur, c'est-à-dire moi je suis l'aînée de. Alors que si je dis elle est ma sœur, c'est ma sœur plus vieille. C'est une langue de relation. On pourrait dire ça. Voilà, moi, ce que je trouve beau, c'est que ce maillage-là, enfin en tout cas cette mosaïque que vous représentez aujourd'hui, elle est touchante, elle est émouvante, et puis c'est ça la construction du monde de demain, c'est de se parler avec sincérité, avec franchise, et ça voilà, c'est impact, c'est chouette, donc on n'en a pas marre du tout.
Ouais, merci, mais on va conclure. Donc, Zoé, comment tu décrirais ta langue, toi, quelqu'un qui ne la connaît pas? Je ne sais pas si tu veux parler Ouais. du français. Ben, en fait, pour moi, c'est plutôt une question de décrire mon accent parce que le français, c'est certainement la langue de ma famille. C'est tellement essentiel c'est mon essence. Je veux dire, il n'y a rien qui m'a défini plus mon parcours que cette langue-là. Alors, souvent, j'ai besoin d'expliquer ou de décrire mon accent. Et la façon que j'aime le décrire, c'est que c'est un accent qui a été porté par le vent, 300 ans au Québec, 100 ans sur les plaines. Et il a été il n'est pas nécessairement poli, il est peut-être un peu rough, je vais dire ça en anglais, tu sais, affecté par les plaines et ce contexte-là. Et moi, j'adore penser que le parcours de mes ancêtres s'entend dans mon accent et j'en suis fière. Et c'est comme ça que j'aime décrire cette langue que je parle à ma façon sur un territoire qui se divise entre ciel et blé. C'est magnifique. Myriam. Vraiment, merci. Merci Zoé. C'est vraiment entre ciel et blé, parce que j'ai eu l'occasion de voir entre ciel et blé à quoi ça ressemblait. Si je vous parlais de la langue française, je dirais que c'est un moyen de communiquer avec les autres, mais avec beaucoup d'exceptions. J'ai eu l'occasion d'enseigner le français à des Bhoutanais à Joliette, des réfugiés bhoutanais à Joliette. Et c'est ma langue maternelle, c'est sûr. Et puis, et je leur expliquais que, OK, ben, en français, en fait, c'est les exceptions qui vont faire la règle. Et quand j'essayais de leur expliquer, quand ils me posaient des questions, ils me disaient, mais pourquoi ça s'écrit comme ça? Pourquoi ça doit marcher comme ça? Pourquoi? Je disais, c'est comme ça. Je vous quitte, au revoir. Au revoir. Bye, André. Bye, c'est un plaisir. Et quand je leur disais, ben, c'est comme ça. Et alors, à la fin de la session avec ces étudiants, ben, ils m'ont appelé Madame, c'est comme ça. C'est pour vous dire que c'est au point que... Et la langue arabe, ben, c'est une langue qui est difficile à apprendre parce que c'est une langue qui n'a pas de voyelles et qui a 3 lettres ou 4 lettres de plus de consonnes. Donc, les voyelles, c'est les accents sur les mots. Et évidemment, les gens, quand ils écrivent, ils ne mettent pas les accents. Donc, quand je suis allée au Yémen pour la première fois et la dernière fois, j'avais écrit mon histoire en arabe parce que j'ai d'abord appris à comprendre l'arabe en l'écrivant, parce que c'est d'abord en l'écrivant qu'on l'apprend. Et puis, sachez que chaque lettre, là, s'écrit de façon différente 3 fois. Soit elle est au début du mot, soit elle est au milieu du mot, soit elle est à la fin du mot. Et donc, j'avais bien écrit avec mon écriture et j'avais bien mis tous les accents. Et quand je montrais ça aux gens, ben, ils disaient vraiment, quel âge tu as? J'avais l'écriture d'un enfant de 5 ans, quoi, parce que personne n'écrivait avec les accents et tout ça. Alors, j'étais capable de lire, mais je ne savais pas ce que ça voulait dire parce que je ne le comprenais pas. Donc, vous voyez comment c'est, pour moi, c'est ça. C'est ça, une langue. C'est un apprentissage de tous les jours et c'était un plaisir surtout. Et je veux pas perdre comme on dit en Acadie, les parlures qu'on a appris. Je trouve que c'est un beau vieux mot français, la parlure, qui veut dire bien plus qu'autre chose que la langue ou le parler ou l'accent. C'est une parlure, c'est une façon de parler. Complètement. Ben, d'ailleurs, tout à l'heure, tu as ressorti le mot margoulette. Ma grand-mère, elle disait, attention, tu vas te casser la margoulette. Et ça voulait vraiment dire, attention, tu vas te casser, tu vas tomber, quoi. Donc, ben, merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter là. J'aimerais pouvoir continuer, mais c'était déjà un plaisir, au-delà de mes espérances.
Mais bon, merci beaucoup à Zoé, merci beaucoup Myriam. Je l'ai dit tout à l'heure, mais excuse-moi Myriam. Bienvenue jeudi. Je suis touchée. L'aventure ne fait que commencer. Je pense qu'on continuera ces formats de webinaires d'intimité linguistique dévoilée. Si vous voulez inviter vos amis, vous me direz. On pourrait inviter d'autres artistes avec lesquels vous collaborez. Donc, je répète, Intimité francophone 2 et d'ailleurs le tome 1 sont diffusés dans l'espace membre du Centre de la francophonie jusqu'au mois de juin. Donc, pour nos partenaires de l'Ouest canadien, s'ils veulent vérifier que ce film est intéressant, ils peuvent le regarder et après nous appeler et nous organiserons une projection sur le territoire avec eux et surtout on organisera une discussion. C'est vraiment pour ça en fait qu'on veut organiser cette tournée. Et je vous l'ai dit, mais Intimité francophone 2 sera au festival en fait de Saskatoon, le festival Synergie en film d'ouverture du festival. C'est un festival de cinéma francophone. Merci énormément à eux, vraiment, merci beaucoup. Donc, merci à tout le monde. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, progeos.com et la Caravane des Amériques sur Facebook. À très bientôt. Donc, on va couper l'enregistrement et on peut rester quelques instants pour se dire bye.